Elle a posé sa main sur le bras de son patron et a dit à nos amis qu'elle allait enfin passer à autre chose. J'ai souri, n'ai rien dit et ai glissé quelque chose dans son sac à main. Elle n'avait aucune idée que le bâtiment qu'elle célébrait m'appartenait déjà. Je m'appelle Roger Mérite. J'ai 54 ans et je dirige les opérations régionales de Mérite & Son Construction Holdings, une entreprise que mon grand-père a démarrée avec 2 camions et une poignée de main. Et que mon père a transformé en quelque chose qui possède discrètement plus de fondations de la ville que la plupart des gens ne le sauront jamais. Je n'en parle pas lors des fêtes. Jamais. C'est comme ça que nous avons été élevés. Renée et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 32 ans. Elle était vive, drôle, pleine d'idées. Quand elle m'a dit qu'elle voulait créer une entreprise de technologie éducative, j'ai cru en elle. Je l'ai soutenue, non seulement émotionnellement, mais structurellement. J'ai signé des papiers. Elle n'a jamais lu au-delà de la première page. J'ai laissé la fiducie de mon famille devenir la fondation silencieuse de son rêve. Je l'ai fait parce que c'était ma femme et c'est ce que l'on fait. Du moins, c'est ce que je pensais. Le dîner avait lieu au Alderton Club, l'un de ces endroits où l'éclairage est doux et la carte des vins plus longue que la plupart des mémoires juridiques. C'était la célébration des 3 ans de son entreprise. 40 invités, open bar, Renée dans une nouvelle robe qu'elle avait achetée sans mentionner le prix. Bien. Je ne tenais pas les comptes. Je parlais à Kurt, mon plus vieil ami. Je le connaissais depuis que nous avions tous les deux 18 ans et étions fauchés et convaincus que nous allions tout comprendre, quand j'ai senti la pièce changer. Pas fort, juste un changement de fréquence. La façon dont une foule se tait une demi-seconde avant que quelqu'un ne dise quelque chose qu'il ne peut pas reprendre. Renée se tenait près du bout de la table. Sa main reposait sur l'avant-bras de Weston Greer, pas un effleurement, mais une prise délibérée, confortable, comme si elle l'avait fait 1000 fois en privé, et qu'elle avait simplement cessé de se soucier de qui voyait. Et puis elle a parlé assez fort pour que toute la table l'entende. Honnêtement, dit-elle en penchant la tête vers Weston avec un sourire que je ne l'avais pas vu me donner depuis des années, je ne sais pas où serait cette entreprise sans le bon soutien, elle a fait une pause, le vrai. Quelques personnes ont ri. Quelques-uns ont regardé leurs assiettes. Je n'ai pas bougé. J'ai juste tenu mon verre et les regardé, et quelque chose de froid et de très stable s'est installé derrière mes côtes. Pas de rage, pas de chagrin, quelque chose de plus ressemblant à de la reconnaissance, comme lire enfin la dernière ligne d'une lettre que l'on avait évitée pendant des mois. Kurt a touché mon coude. Il n'a pas dit un mot, juste la pression de 2 doigts. Le plus ancien de nos signaux. Je vois aussi. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai posé mon verre. J'ai boutonné ma veste. Je me suis approché de Renée, me suis penché suffisamment pour qu'elle seule puisse entendre, et j'ai dit doucement, je vais chercher la voiture. Elle m'a fait un signe de la main sans regarder. Je vais trouver un moyen de rentrer, a-t-elle dit. Weston hochait déjà la tête. Je suis sorti par le hall, et dépassé le vestiaire, les portes vitrées, et suis entré dans l'air froid. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 11 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Je pensais à un dossier dans mon bureau. Un dossier avec une étiquette bleue que je n'avais pas ouvert depuis 2 ans parce que je n'en avais pas eu besoin. Un dossier qui contenait, entre autres, les documents constitutifs de la fiducie d'une entreprise appelée Harwick Structural Partners, l'entité mère silencieuse qui détenait une participation majoritaire dans le bâtiment qui abritait toute l'opération de Renée. J'ai pensé à une clause à la page 9. Puis j'ai démarré le moteur et suis rentré chez moi. Elle n'est revenue qu'après minuit. À ce moment-là, j'avais déjà passé un coup de fil. Je n'ai jamais été un homme à prendre des décisions sous le coup de la colère. Mon père me l'a appris avant que je sois assez vieux pour me raser. Réagis vite et tu passeras le reste de ta vie à nettoyer le gâchis. Alors, quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, je n'ai pas bu un verre. Je n'ai pas arpenté la cuisine et je n'ai appelé personne, sauf l'homme que je devais appeler. L'avocat de la fiducie de notre famille, Bill Crocker. 40 ans de droit successoral structurel, c'est une horloge de tribunal et la seule personne en dehors de ma famille qui savait exactement comment Mérite Holdings était structuré. Je lui ai raconté ce qui s'était passé au club Alderton. Pas la version émotionnelle, juste les faits. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu une pause et puis il a dit, « Roger, le registre est toujours propre. Rien n'a été réaffecté.
vous êtes exactement là où vous devez être. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis allé à mon bureau, le vrai, à l'arrière de la maison, pas l'espace de travail partagé que René avait réaménagé à l'étage avec des murs blancs et des étagères décoratives qui ne contenaient rien d'utile. J'ai ouvert le tiroir du bas du vieux bureau en chêne de mon grand-père et j'ai sorti le dossier bleu. Il était plus épais que je ne m'en souvenais. À l'intérieur se trouvaient les documents fondateurs de Harwick Structural Partners, l'entité holding silencieuse que mon père et moi avions enregistrée à l'époque où l'entreprise EdTech de René n'était encore qu'un plan d'affaires sur un bloc-notes. À l'époque, elle l'avait appelé son filet de sécurité. Elle a signé tout ce que je lui ai présenté, a posé quelques questions superficielles, et est passée à autre chose. Je me souviens avoir pensé qu'elle reviendrait et le lirait correctement. Elle ne l'a jamais fait. Page 9, paragraphe 4. Je le connaissais par cœur, mais je l'ai relu quand même. En cas de violation de réputation, de conflit d'intérêts conjugal ou de relations non divulguées affectant les zones opérationnelles louées ou financées, le fiduciaire gérant conserve le droit d'initier un examen de conformité sans préavis aux bénéficiaires. Propre, légal, déposé auprès de l'État il y a 3 ans. Je me suis rassis dans le fauteuil. L'entreprise de René opérait dans un bâtiment dont le bail était géré par Harwick. Son financement initial avait été structuré par un véhicule de participation qui relevait de Merit Holdings. Elle avait bâti son empire sur une fondation qu'elle n'avait jamais daigné examiner. Et il y avait un autre élément qu'elle ignorait. Walt Odom. Walt était le plus proche ami de mon père depuis ses premiers jours de développement. Un homme discret de l'extérieur de Columbus qui avait co-investi dans la structure originale de Harwick en guise de faveur personnelle lorsque j'étais en train d'organiser la fiducie. Walt n'a jamais demandé de reconnaissance. Il se présentait aux clôtures occasionnelles, signait ce qu'il fallait signer et retournait à sa vie. René l'avait rencontré une fois lors d'un barbecue familial et avait passé environ 4 minutes à lui parler avant de trouver quelqu'un de plus intéressant. Elle ne savait pas que son nom figurait sur les documents fondateurs de son entreprise en tant que co-sponsor silencieux avec des droits d'approbation sur les changements opérationnels majeurs. J'ai pris note d'appeler Walt le matin. J'étais toujours à mon bureau quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, juste après minuit. Les talons de René sur le parquet, le bruit doux de son sac sur la table d'entrée. Elle est apparue dans l'embrasure du bureau, toujours habillée, toujours aussi élégante après une soirée. Elle a regardé le dossier sur le bureau. « Travaillez tard, dit-elle, pas inquiète, juste pour meubler le silence. Je passe en revue des documents fiduciaires, ai-je dit, ce qui était vrai. » Elle a émis un petit son, pas exactement de mépris, mais proche, et a dit qu'elle allait se coucher. Je lui ai souhaité bonne nuit. Elle ne m'a pas embrassé. Elle ne l'avait pas fait depuis un moment. J'ai attendu d'entendre la porte de la chambre se fermer. Puis j'ai rouvert le dossier et j'ai sorti une seule feuille. Un formulaire de dépôt du bureau de conformité de Harwick, présigné par moi, daté, prêt à partir. Tout ce dont il avait besoin était une case cochée et un numéro de fax. J'ai coché la case. J'ai noté le numéro du bureau de Bill Crocker. Je l'ai mis dans la corbeille de sortie et j'ai éteint la lampe. Le formulaire était prêt depuis 3 jours, présigné, daté, n'ayant besoin que de cette seule case cochée. Je l'avais rempli le matin après avoir entendu pour la première fois le nom de Greer mentionné dans la même phrase que celui de René. C'était 4 jours avant le dîner d'Alderton. Elle n'en avait aucune idée. Dehors, la ville bourdonnait, mais différemment. Quelque part en ville, Weston Greer célébrait probablement encore. Cela ne me dérangeait pas. Qu'il en profite tant que le temps était encore le sien. Le dépôt de conformité a frappé le monde de Weston Greer un mardi matin, 48 heures après le dîner. Je connais l'heure exacte parce que Bill Crocker m'a envoyé un message de confirmation à 9h14. 3 mots, dépôt accusé de réception. En cours. J'étais sur un chantier dans le quartier et quand il est arrivé. Je regardais une équipe couler le béton de fondation pour un complexe commercial que nous étions contractés à construire depuis près d'1 an. J'ai lu le message, remis le téléphone dans ma poche et suis retourné regarder le béton couler. Il y avait une satisfaction là-dedans, dans la solidité de la chose. Les fondations ne manquent pas. À midi, j'ai eu des nouvelles de Kurt. Il a appelé depuis le parking de son cabinet comptable, la voix basse. « Roger, tu dois savoir. Les rumeurs circulent déjà. 2 personnes du dîner d'Alderton m'ont contacté ce matin pour me demander quel était ton lien avec Harwick.
Apparemment, les téléphones de Greer ont chauffé depuis environ 8 heures. Je leur ai dit que je n'étais pas surpris. Il y a plu, a dit Kurt. L'un des invités a enregistré une partie de la soirée. Le commentaire de René, le truc du bras. Ça a circulé dans un groupe de discussion. Quelqu'un du côté de Greer l'a transmis à un responsable de la conformité au conseil immobilier régional. Apparemment, Greer a un renouvellement de licence en attente. J'ai laissé ça décanter un instant. Je n'avais pas arrangé cela. Je n'avais pas eu besoin de le faire. René avait fait cette partie elle-même. Reste en dehors de ça, ai-je dit à Kurt. Laisse faire. En milieu d'après-midi, René m'a appelé 2 fois. J'ai laissé les 2 appels aller sur ma messagerie vocale. La 3e fois, j'ai décroché. Roger. Sa voix avait cette qualité pressante, contrôlée, mais proche de la limite. Weston reçoit des appels d'un conseil de conformité. Il dit que c'est lié à notre bail. Que as-tu fait? J'ai déposé un examen standard de fiduciaire, ai-je dit. C'est procédural. Ce n'est pas procédural, s'est-elle exclamée. Son avocat a appelé l'adresse enregistrée de notre entreprise ce matin. Mon assistante panique. Alors tu devrais probablement parler à ton propre avocat, ai-je dit calmement. Elle resta silencieuse une seconde. Tu fais ça à cause du dîner. Je fais ça, ai-je dit, parce que les documents de Harwick l'exigent. Quand il y a un conflit d'intérêts affectant une zone de location, tu as créé le conflit, René. J'ai juste suivi les papiers. Elle a raccroché. Je suis retourné au bureau et, à mon arrivée, j'ai reçu un email de Walt Odom. Walt n'envoyait pas souvent de mails. Il préférait le téléphone. Je l'ai donc ouvert immédiatement. 4 lignes, formelles et précises, à la manière de Walt lorsque les choses devenaient sérieuses. Il avait vu la notification de dépôt par le système administratif de la fiducie. Il était entièrement d'accord. Il était disponible pour fournir une confirmation de coparrain si la loi l'exigeait. Il a terminé par « Votre père aurait fait la même chose ». Je l'ai imprimé et je l'ai mis dans le dossier bleu. Ce soir-là, je suis rentré à la maison où les lumières étaient allumées et René se tenait dans la cuisine, son téléphone dans les 2 mains, comme si elle pouvait en extraire des réponses. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Ses yeux étaient durs, mais sous cette dureté se trouvait quelque chose que je n'avais pas vu en elle depuis des années, une incertitude véritable. Weston a perdu 2 clients aujourd'hui, a-t-elle dit. J'ai accroché ma veste. C'est entre lui et ses clients. Son avocat dit que le dossier a révélé une omission de déclaration de relations personnelles. Elle a posé le téléphone sur le comptoir. Ils disent que j'aurais dû divulguer notre mariage lorsque le bail a été signé à cause du lien de Harwick avec la fiducie de votre famille. C'est exact, ai-je dit. Je ne savais pas que Harwick était lié à votre fiducie. Je la regardais fixement. Tu as signé les documents, René. Elle m'a regardé. Puis elle a pris son téléphone et est sortie de la cuisine. J'ai entendu la porte du bureau à l'étage se fermer. Je me suis préparé une assiette de restes, j'ai mangé à la table de la cuisine et j'ai lu les nouvelles du soir. Calme et délibéré, comme mon père avait l'habitude de s'asseoir à la fin d'une longue journée quand il avait pris une décision difficile et en était en paix. Dehors, le quartier s'installait dans ses rythmes nocturnes. Dans le quartier de Greer, je soupçonnais que l'ambiance était considérablement moins sereine. Mon fils Arthur m'a appelé un mercredi soir, 2 jours après le dîner d'Alderton. Je ne l'avais pas encore contacté. J'étais encore en train de reconstituer le tableau moi-même. Mais Arthur avait toujours eu de vifs instincts. Même enfant, il travaillait dans la sécurité des infrastructures réseau pour une entreprise régionale d'Indianapolis. Et il avait l'habitude particulière de remarquer les choses qui ne correspondaient pas, « Papa », dit-il, sautant complètement les banalités. J'ai quelque chose à te dire, et je dois te le dire avant que tu ne dises quoi que ce soit. Je lui ai dit d'y aller. Il a pris une inspiration. Il y a environ 4 mois, je faisais du conseil de routine pour une entreprise qui utilise le même fournisseur d'architecture cloud que la plateforme EdTech de maman. Je n'espionnais pas. C'était un chevauchement professionnel. Mais j'ai remarqué des transferts de données sortant réguliers sur un nœud d'infrastructure partagé. Les mêmes eurodatages, un modèle récurrent acheminé via un serveur de consultant tiers. Je suis resté silencieux. Je ne savais pas à qui il appartenait au début, continua Arthur.
Mais quand j'ai regardé de plus près, l'adresse de routage remontait à une entreprise appelée Greer Strategic Solutions. Une pause. C'est la société de conseil de Weston Greer. Papa, il reçoit des extractions de données de la plateforme de maman depuis au moins 4 mois. Liste de clients, programmes, fichiers de licence, contrats de fournisseurs. Je me suis assis lentement sur ma chaise. Tu es sûr? Je l'ai documenté, dit-il. Horodatage, taille de fichier, journaux de routage. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne voulais pas venir te voir avec quelque chose de bâclé. Je suis resté là-dessus et après ce qui s'est passé au dîner, je ne pouvais plus rester là-dessus. J'ai senti quelque chose se déposer lourdement dans ma poitrine. Pas de surprise exactement. Plus comme la dernière pièce d'un puzzle qui s'emboîte et confirme ce que l'on soupçonnait déjà. Envoie-moi la documentation, dis-je. Déjà envoyé. Vérifie ton email sécurisé. Une autre pause. Papa, je suis désolé de ne pas être venu te voir plus tôt. Tu es venu quand tu étais sûr, dis-je. C'est la bonne façon. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment avant de consulter l'email. Arthur avait préparé un dossier propre et complet, le genre de travail qui témoignait de l'homme qu'il était devenu. Je l'ai transmis directement à Bill Crocker avec une seule ligne, ajouter ceci au dossier de conformité de Harwick. Puis j'ai appelé Paige. Ma fille a décroché à la deuxième sonnerie, prudente, sentant déjà à ma voix que ce n'était pas un simple coup de fil. Paige avait 24 ans, elle travaillait dans le marketing pour une marque de consommation de taille moyenne à Cincinnati. Elle n'avait pas les compétences techniques de son frère, mais elle avait quelque chose d'aussi précieux. Elle savait lire les gens comme la plupart des gens lisent une pièce, vite et avec précision. Je lui ai raconté les grandes lignes. Je n'ai pas enjolivé. J'ai juste exposé les faits. Le dîner, le dépôt de dossier, ce qu'Arthur avait trouvé. Elle est restée silencieuse un instant quand j'ai eu fini. Puis elle a dit très calmement, « Maman m'a appelé cet après-midi. » J'ai attendu. Elle a dit que tu réagissais de manière excessive, que le dîner était une blague, et que tu utilisais les documents de la fiducie pour la punir. Paige a fait une pause. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, « Maman, ne me dis rien d'autre pour l'instant. J'ai besoin de réfléchir. » Et j'ai raccroché. C'était la bonne décision. J'ai dit, « Je suis de ton côté, papa. » Sa voix était stable, mais je veux que tu saches que je ne fais pas ça par colère. Je le fais parce que ce qu'elle a fait n'était pas bien. Et je surveille ça depuis plus longtemps que ce dîner-là. C'était la chose la plus directe que ma fille m'ait jamais dite à propos de sa mère. Je n'ai pas insisté. Après avoir raccroché, j'ai pensé à combien de temps il s'était écoulé depuis qu'Arthur et Paige s'étaient parlé correctement. 3 ans, peut-être près de 4. Une brouille à propos d'une affaire financière familiale qui tenait plus du malentendu que de la malice, mais qui s'était transformée en distance, comme ces choses-là. Et maintenant, en l'espace de 48 heures, ils m'avaient tous les deux appelé. Je ne savais pas si cela comptait comme une bonne nouvelle, mais je m'y suis accroché. La semaine qui a suivi le dîner d'Alderton s'est déroulée comme un feu maîtrisé, contenu, délibéré, consumant exactement ce qu'il était censé consumer. Bill Crocker a appelé le jeudi pour confirmer que l'examen de conformité de Harwick avait été formellement reconnu par l'autorité régionale de location commerciale. Le renouvellement de licence de Weston Greer avait été signalé pour un examen secondaire en attendant la résolution du conflit de divulgation. La documentation d'Arthur sur les transferts de données avait été emballée et soumise au bureau de conformité en tant que preuve supplémentaire. Waltodom avait déposé sa confirmation de coparrain par écrit. Chaque pièce était en place. Je n'ai rien dit de tout cela à Renée. Je n'en avais pas besoin. Elle le découvrait d'elle-même, un appel téléphonique à la fois. Le vendredi soir, la maison avait atteint une température particulière. Pas forte, pas explosive, juste chargée, comme l'air avant qu'une tempête n'arrive de l'ouest. Renée avait été en appel consécutif pendant la majeure partie de l'après-midi, parlant d'un ton bref et prudent, comme quelqu'un qui gère une situation qu'elle ne comprend pas encore entièrement. J'ai préparé le dîner, mis 2 assiettes. Elle n'est pas venue à table. Vers 19 heures, elle apparut dans l'entrée de la cuisine, vêtue d'un blazer et de talons, son sac à l'épaule, le téléphone à la main. « Je rencontre Weston ce soir, » dit-elle, non pas en demandant, mais en déclarant. Je la regardai un instant, puis hochai une fois la tête.
d'accord. Elle pencha la tête, m'étudiant avec cette expression qu'elle utilisait quand elle essayait de savoir si elle avait gagné quelque chose. Tu ne vas rien dire. Que voudrais-tu que je dise, demandai-je. Elle émit un bref son, à moitié rire, à moitié frustration. Autant l'accepter, Roger. C'est comme ça maintenant. Toi et moi savons tous les deux que ce mariage est terminé depuis longtemps. Je ne vais pas continuer à faire semblant pour ton confort. Je soutins son regard. Calme, stable. Je ne te demande pas de faire semblant. Elle attendit une seconde de plus, puis se tourna vers le couloir. Je la regardai prendre son sac à main sur la table d'entrée, vérifier son téléphone et se diriger vers la porte d'entrée. Ce qu'elle ne fit pas, ce à quoi elle ne pensa jamais, fut de regarder à l'intérieur de ce sac à main. Plus tôt cet après-midi-là, pendant qu'elle était au téléphone à l'étage, j'avais glissé un seul document plié dans la poche intérieure de son sac. Pas une menace, pas un message, juste une copie du dossier Harwick. Plus précisément, la page qui listait l'adresse de location de son entreprise, la clause de divulgation de conflit, et en bas, dans la police claire et banale des documents juridiques partout, le nom Weston Greer signalé comme une partie d'intérêt non divulguée. Si elle ouvrait son sac à main à ce dîner, et elle ouvrait toujours son sac à main à ses dîners pour une carte, pour un rouge à lèvres, pour son chargeur de téléphone, elle le trouverait. Et quiconque était assis assez près pour voir aussi. Je n'ai pas arrangé ce qui s'est passé ensuite. J'ai juste donné à la soirée une petite information qu'elle n'avait pas auparavant. La porte d'entrée s'est fermée. Je me suis rassis à table et j'ai terminé mon dîner. À 22h43 ce soir-là, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas René. C'était Kurt. Tu ne vas pas croire ça, a-t-il dit. Sa voix avait cette qualité tendue, presque riante, qui signifiait que quelque chose d'important venait de se produire. Je viens de raccrocher avec Ray Alderton. Tu le connais? Il dirige le Alderton Club. Apparemment. Greer et René se rencontraient dans la salle à manger privée ce soir. L'un des membres du personnel a remarqué que René a sorti des papiers de son sac à main et Greer a apparemment perdu son sang-froid juste là. À table. Il a haussé la voix. Le personnel a entendu les mots « conformité » et « dépôt » 2 fois. J'ai gardé le silence. Greer est sorti, a poursuivi Kurt, la laissant assise là. Ray a dit que René est resté à table pendant environ 20 minutes, puis est parti sans toucher à sa nourriture. Une pause. Roger, qu'as-tu mis dans son sac à main? Une copie d'un document qu'elle aurait dû lire il y a 3 ans, ai-je dit. Kurt resta silencieux un instant. Puis il dit, ton père aurait fait exactement la même chose. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis resté un moment dans la cuisine, dans le calme d'une maison qui disait enfin la vérité sur elle-même. René est rentré juste après minuit. Elle n'a pas parlé. Elle a passé devant la cuisine, devant le bureau, directement à la chambre et a fermé la porte. Je l'ai entendue au téléphone à nouveau quelques minutes plus tard, la voix basse et contrôlée. Le genre de contrôle qui demande un réel effort à maintenir. Je suis allé au bureau et j'ai ouvert le dossier bleu une dernière fois. La documentation d'Arthur était maintenant au-dessus, propre, organisée, irréfutable. En dessous, le dépôt Harwick. En dessous, la confirmation écrite de Walt Odom. En dessous, les documents de bail originaux portant la signature de René, page après page d'un texte qu'elle n'avait jamais lu. J'ai fermé le dossier, éteint la lampe. Dehors, la ville continuait à faire ce que les villes font. Quelque part en ville, Weston Greer était probablement au téléphone avec son propre avocat, essayant de comprendre comment un dîner s'était transformé en une enquête de conformité. Et quelque part dans cette maison, René commençait à comprendre que le sol sous ses pieds n'était pas le sien. Il ne l'avait jamais été. Le samedi matin est arrivé, gris et immobile. J'étais levé à 5h30, comme à mon habitude, j'ai fait du café et me suis assis à la table de la cuisine avec la documentation d'Arthur étalée devant moi, non pas pour la revoir. Je l'avais parcourue suffisamment de fois pour la connaître par cœur, juste pour la garder devant moi comme on garde une carte sur la table quand on est à mi-chemin d'un long voyage. René n'est pas descendu avant 9h. Elle était habillée, calme, portant son café comme un accessoire. Elle s'est assise en face de moi sans y être invitée et a regardé les documents sur la table. Je veux parler, a-t-elle dit. Vas-y, ai-je dit. Elle a croisé ses mains autour de sa tasse.
La réunion avec Weston hier soir a échoué. Il a pris un avocat. Il me reproche le dépôt de conformité, disant que j'ai créé un conflit d'intérêts sans qu'il le sache. Sa voix était mesurée, mais je pouvais y entendre l'effort, et je dois savoir exactement ce que tu as déposé, Roger. Tout. Je la regardais fixement. J'ai déposé ce que les documents Harwick m'obligent à déposer lorsqu'un conflit d'intérêts a été créé dans une zone de bail sous la gestion de notre fiducie. Le conflit n'a pas été créé par le dépôt. René. Il a été créé au moment où tu t'es levé à ce dîner et as dit à 30 personnes que tu avais amélioré ta situation alors que ta main était sur le bras d'un homme dont l'entreprise opère sur une propriété que notre fiducie familiale contrôle. Elle ouvrit la bouche. Je n'ai pas fini, dis-je doucement mais fermement. Au-delà de la question du bail, notre avocat a reçu des documents montrant que la firme de Weston Greer a reçu des transferts de données de la plateforme de ton entreprise pendant environ 4 mois. Liste de clients, contrats de fournisseurs. Fichier de licence acheminé via son serveur de consultation. La couleur de son visage changea. C'est un partage de données professionnelles. C'est un consultant. Il n'est pas répertorié comme consultant dans les accords enregistrés de ton entreprise, ai-je dit. Il n'est répertorié comme rien parce que tu n'as jamais divulgué la relation à la fiducie, aux co-investisseurs, ou à moi. Elle posa sa tasse. Tu vas utiliser ça pour tout prendre. Je vais laisser le processus suivre son cours, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai toujours fait. Elle se leva et je pouvais la voir essayer de trouver l'angle, l'argument, le point de levier qui ferait basculer la balance. C'était une femme intelligente. Ça n'avait jamais été la question. Walt Odom, dit-elle soudain. Ce n'est qu'un nom sur une page, Roger. Il n'a aucune véritable position. Appelle-le, dis-je. Elle me regarda. Son numéro est dans l'annuaire de la fiducie, dis-je. Appelle-le. Dis-lui qu'il n'a aucune véritable position. Elle ne l'a pas appelé, mais Walt m'a appelé cet après-midi-là. Il s'avère que ce n'est pas parce que je lui avais demandé, mais parce qu'il avait reçu un message via le système administratif de la fiducie signalant une demande de contestation de son statut de co-sponsor. Quelqu'un avait contacté le registre de la fiducie, remettant en question la validité procédurale de son dépôt. Walt avait 73 ans, avait passé 50 ans dans le développement de la construction et avait la patience d'un homme qui avait vu plus de gens faire des erreurs coûteuses qu'il ne pouvait en compter. J'ai reçu une requête ce matin de quelqu'un qui se faisait appeler un spécialiste de l'examen de fiducie, a dit Walt au téléphone. C'est comme un mois d'août au Kansas. Il voulait savoir si mon statut de co-sponsor pouvait être reclassifié comme seulement consultatif. Une pause. Je suis dans ce métier depuis avant que l'entreprise de votre femme n'ait un nom. Je sais ce que cette requête signifie. Que leur as-tu dit, demandai-je. Je lui ai dit de contacter mon avocat. Une autre pause. Puis j'ai appelé mon avocat. L'avocat de Walt était un homme nommé Gordon Price qui avait plaidé des affaires devant le conseil de fiducie commerciale de l'État pendant 30 ans et avait la réputation de quelqu'un qui ne perdait pas sur les questions de procédure. À la fin du week-end, le statut de co-sponsor de Walt avait été formellement réaffirmé par une lettre de confirmation du conseil. La tentative de le reclasser discrètement avait non seulement échoué, mais elle avait créé une trace écrite montrant que quelqu'un lié au camp de René avait tenté d'interférer avec la structure de la fiducie. Cette trace serait importante plus tard. Ce soir-là, Arthur a appelé pour prendre des nouvelles. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes de la documentation, du processus, de choses qui n'avaient rien à voir avec tout cela. À la fin de l'appel, il a dit « Eh, papa. Paige et moi avons parlé aujourd'hui. Vraiment parlé, pas seulement par SMS. La première fois depuis un moment. Comment ça s'est passé, ai-je demandé. Bien, a-t-il dit. Vraiment bien, en fait. Un instant. Nous montons tous les deux le week-end prochain. Si ça te va. Je lui ai dit que ça me convenait plus que bien. Après avoir raccroché, je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé les dernières lueurs du jour disparaître du ciel. Quelque chose qui était serré dans ma poitrine depuis des années, peut-être plus longtemps que je ne l'avais admis, s'est relâché d'un degré. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne serai pas seul quand cela arriverait. Franklin Algatt avait 76 ans et avait passé la majeure partie de sa vie adulte dans le développement immobilier commercial dans le Sud-Est. C'était le genre d'homme qui portait une chemise repassée un samedi parce qu'il n'y voyait aucune raison de ne pas le faire,
qui gardait sa poignée de main ferme et ses opinions privées jusqu'à ce qu'il ait quelque chose qui vaille la peine d'être dit. René avait le physique de sa mère et l'ambition de son père. Et quelque part en chemin, elle s'était convaincue que cette ambition était entièrement de son propre chef. Franklin n'avait jamais corrigé cette impression. Il l'avait laissé courir comme on laisse courir un jeune cheval dans un grand champ, observant, mesurant, attendant de voir ce qu'il ferait en arrivant à la clôture. Il a atteint la clôture un samedi matin de novembre. Je me suis rendu chez Franklin, dans le vieux quartier de Buckhead où il vivait depuis avant le mariage de René et moi. Non pas parce qu'on me l'avait demandé. J'ai appelé en premier et il a dit « Viens, Roger. Je m'attendais à te voir arriver un jour. » C'était Franklin. Il ne perdait pas de temps à faire semblant que les choses n'arrivaient pas. Son bureau était le même que dans mes souvenirs. Bois sombre, bibliothèque du sol au plafond, une paire de fauteuils en cuir près de la fenêtre donnant sur un jardin qu'il entretenait lui-même. Il a versé 2 verres de bourbon, les a posés sur la table entre nous et s'est assis sans préambule. « Ma fille a fait quelque chose de stupide », a-t-il dit. « Oui, monsieur », ai-je dit, plus d'une fois d'après ce que je comprends. Il a pris son verre, n'a pas encore bu, juste le tenait. Le dossier Harwick. Je comprends. Les transferts de données que votre garçon a trouvés. Cela me préoccupe davantage. Il m'a regardé directement. Savait-elle que Greer tirait des informations de sa plateforme? Je crois qu'elle lui a donné accès, ai-je dit. Quant à savoir si elle connaissait toute l'étendue de ce qu'il en faisait, je ne peux pas le dire avec certitude. Franklin hocha lentement la tête. Elle me parlait de prendre un nouveau départ depuis environ 8 mois. Elle disait que son entreprise avait dépassé sa structure initiale et qu'elle voulait la transférer à de nouveaux partenaires d'investissement. Il fit une pause. Je lui ai dit que toute restructuration devait d'abord passer par les accords de fiducie existants. Elle n'a pas voulu l'entendre. Il but finalement une gorgée de son bourbon. Maintenant, je comprends pourquoi. Je lui ai parlé de l'examen de conformité, de la documentation des données, du signalement du bail. Je n'ai pas enjolivé. J'ai juste exposé les choses comme je l'avais fait toute la semaine. Clair et factuel. Sans fioritures. Quand j'ai eu fini, Franklin a posé son verre. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste et a sorti un document plié. Il l'a posé sur la table entre nous et l'a regardé un instant avant de parler. Je détiens une participation consultative de 12% dans l'entreprise de René par le biais de mon propre véhicule de participation privée, a-t-il dit. L'accord original incluait une clause de moralité. Mon avocat a insisté là-dessus il y a des années, et René pensait que c'était cérémoniel. Il a tapoté le papier. Ce n'est pas cérémoniel. Compte tenu du comportement public au dîner d'Alderton et des divulgations de conflits subséquentes, j'ai exercé une clause ce matin. Il leva les yeux vers moi. Sa participation consultative vous a été réattribuée à compter d'aujourd'hui, en attendant la confirmation juridique. Je le regardai fixement. Tu as construit les fondations, dit simplement Franklin. Tu as gardé le silence et tu l'as laissé prendre le crédit parce que c'est ce que tu es. Je ne vais pas rester ici et regarder un homme comme ça se faire nettoyer par un processus qu'il a mis en place de bonne foi. Il reprit son bourbon. Ce n'est pas comme ça que j'ai élevé ma fille pour qu'elle traite les gens. Et puisqu'elle semble l'avoir oublié, je le lui rappellerai autrement. Je n'ai pas eu de mots un instant. Franklin, ne fais pas ça. Il a dit, pas méchamment, juste de manière définitive. Tu aurais fait la même chose pour tes enfants. Il avait raison. Je l'aurais fait. Nous avons parlé une autre heure du processus à venir, de ce que René pourrait faire ensuite, des enfants. Quand j'ai mentionné qu'Arthur et Paige venaient le week-end suivant, son expression a changé pour quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Ces deux-là doivent se retrouver, a-t-il dit. Cette famille a déjà assez de fractures. J'ai acquiescé. Alors que je me levais pour partir, Franklin m'a raccompagné à la porte. Il m'a serré la main sur le seuil et puis, d'un ton si discret que je l'ai presque manqué, il a dit, elle avait tout ce qui valait la peine d'être eu, Roger. Elle n'a juste pas pu le voir. Il a refermé la porte derrière moi. Pas un claquement, juste une porte qui se ferme. Je me suis assis dans ma voiture un instant avant de démarrer le moteur. Le matin était frais et clair. Le vieux quartier calme autour de moi. J'ai pensé au document que Franklin venait de me donner, non pas comme un trophée,
juste comme une autre pièce d'un puzzle qui prenait enfin forme lentement. Puis je suis rentré chez moi. Les 10 jours suivants se sont déroulés différemment de la première semaine. La première semaine était faite de signaux, bruyants, rapides, pleins de réactions. La deuxième vague était plus calme, ce qui la rendait plus lourde. René avait cessé de me confronter directement. Elle était passée dans un mode que je reconnaissais après des années à la regarder travailler. Patience stratégique, collecte d'informations, recherche de l'angle. La maison ressemblait à une négociation. La situation de Weston Greer avait continué à se détériorer. Son renouvellement de licence avait été formellement différé, en attendant la résolution de la divulgation de conflits. 2 des principaux clients commerciaux de son entreprise avaient discrètement déplacé leurs comptes. Sans aucune annonce, juste le genre de retrait graduel qui se produit lorsque le bruit court dans une communauté professionnelle que les papiers de quelqu'un ne sont pas en ordre. Arthur m'avait transmis une capture d'écran d'un groupe de réseautage professionnel. Un bref message neutre d'un des anciens clients de Greer remerciant leur nouveau courtier pour une transition en douceur. Aucun nom mentionné, aucune raison donnée. Tous ceux qui devaient comprendre l'ont fait. J'ai eu des nouvelles de Kurt un mardi soir. Il avait déjeuné avec l'un des journalistes immobiliers régionaux qui s'était renseigné sur l'histoire de la conformité de Harwick. Kurt n'avait rien dit d'utile et était passé à autre chose, mais le fait que cela circulait m'a fait comprendre que Greer essayait de prendre les devants, de contrôler le récit avant qu'il ne le contrôle. 3 contacts médias m'ont contacté directement au cours de cette semaine. Tous les 3 cherchaient une déclaration, un commentaire, une source. J'ai décliné tout le monde. La réponse de mon avocat fut la même pour tous. Une seule ligne, Monsieur Merritt n'a aucun commentaire à faire pour le moment et renvoie toutes les demandes au bureau juridique de Harwick Structural Partners. L'un des journalistes a quand même écrit un court article sur les conflits de structure de fiducie dans l'immobilier commercial régional. Pas de nom. Mon absence était sa propre forme de déclaration. René l'a remarqué. Tu as parlé à la presse, a-t-elle dit un soir, me trouvant dans la cuisine. J'ai refusé de parler à la presse, ai-je dit. Il y a une différence. Elle m'a étudié. Pourquoi? Tu pourrais raconter ta version. Je n'ai pas de version, ai-je dit. J'ai des documents. Elle m'a regardé longuement. Et puis quelque chose a changé dans son expression. Pas de la douceur exactement, mais une sorte de recalibration réticente, comme une femme qui s'attendait à un certain type de combat et qui trouvait quelque chose de complètement différent. Le samedi suivant, Arthur et Paige sont arrivés ensemble. Arthur conduisait. Paige avait apporté des courses parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle se montrait toujours préparée. Je les ai vus franchir la porte d'entrée ensemble et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine que je n'ai pas essayé de nommer. René était à la maison. Elle est descendue quand elle les a entendus et la pièce a retenu son souffle une seconde. Arthur a hoché la tête à sa mère. Ni chaleureux, ni froid, juste mesuré. Paige l'a regardé et a dit calmement et sans broncher, « Maman, je t'aime, mais je dois te dire que je sais ce qui s'est passé, et je ne vais pas faire semblant du contraire. » René a ouvert la bouche et l'a refermée. « Je ne suis pas là pour me battre, » a continué Paige. « Je suis là parce que papa compte pour moi. C'est tout. » Elle a dépassé sa mère, est allée dans la cuisine et a commencé à ranger les courses. Arthur a suivi. La conversation était terminée avant que René n'ait trouvé un mot à dire. Ce soir-là, après que René fut monté à l'étage, nous 3 nous sommes assis à la table de la cuisine et avons parlé. Vraiment parlé pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais facilement le mesurer. Arthur a raconté à Paige les transferts de données. Paige a raconté à Arthur l'appel de René et comment elle l'avait géré. Ils ont d'abord parlé l'un à côté de l'autre, puis progressivement l'un avec l'autre, les vieux rythmes revenant comme une mémoire musculaire. À un moment donné, il y a eu un silence dans la conversation et Paige a regardé son frère de l'autre côté de la table et a dit « Je suis désolé pour ce que j'ai dit à Noël il y a 2 ans. J'ai porté ça. » Arthur est resté silencieux une seconde. Puis il a dit « Je sais. Moi aussi. » C'était tout. Pas de grande scène. Juste 2 personnes décidant que la distance entre elles avait coûté plus cher que ce qu'il avait déclenché. Je les ai regardés et n'ai rien dit. Parfois, la meilleure chose qu'un père puisse faire est de rester à l'écart pendant que quelque chose se répare. Nous sommes restés à cette table jusqu'à près de minuit. Quand ils sont finalement allés dans leurs anciennes chambres,
Je suis resté seul un moment, buvant la dernière goutte de café dans ma tasse. Dehors, le quartier était calme et sombre. J'ai pensé à la semaine à venir, au processus juridique, à l'examen de la fiducie, à la conversation avec Bill Crocker que j'avais prévue pour lundi matin. J'ai pensé à René à l'étage et au mariage qui se terminait de la seule façon possible. Non pas par une seule rupture, mais par le long et progressif aveu de la vérité qui arrive quand il n'y a plus nulle part où se cacher. Je n'étais pas en colère. Je n'avais pas été en colère depuis des jours. Ce que je ressentais à la place était quelque chose de plus simple et plus difficile à articuler. La stabilité particulière d'un homme qui a fait ce qu'il fallait faire et qui peut vivre avec chaque décision qu'il a prise. Le café était froid. Je l'ai versé, rincé la tasse et je suis allé me coucher. 3 semaines après le dîner d'Alderton, Weston Greer a commis l'erreur qu'il a achevée. Cela a commencé par un appel téléphonique que j'ai reçu un mardi matin d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé sur le répondeur. Le message était bref. Un homme se présentant comme une connaissance mutuelle de Greer et moi-même me demandant si je serais ouvert à une conversation privée pour résoudre la situation actuelle, en gentleman. J'ai reconnu l'approche. C'était le genre d'appel que quelqu'un passe lorsque son avocat lui a dit que les documents étaient mauvais et que sa seule option restante est un appel personnel. J'ai transféré le message vocal à Bill Crocker sans y répondre. Bill m'a renvoyé une ligne, transmettez tout contact au conseil. Ne vous engagez pas directement. Je ne me suis pas engagé directement. Ce qui s'est passé ensuite? Greer s'est entièrement mis dans le pétrin. Frustré par le silence, il a fait un commentaire à un journal économique régional. Une courte déclaration soigneusement formulée impliquant que l'examen de conformité de Harwick était une mesure de représailles d'une structure de fiducie héritée, résistante aux pratiques commerciales modernes. Il ne m'a pas nommé. Il n'en avait pas besoin. Quiconque dans la communauté de l'immobilier commercial qui l'a lu savait exactement de qui il parlait. Bill Crocker m'a appelé moins d'1 heure après la publication. Sa voix avait cette qualité sèche particulière qu'elle prenait quand quelque chose allait en notre faveur sans que nous ayons à faire le moindre effort. Il vient de faire une déclaration publique caractérisant notre dépôt comme des représailles, a dit Bill. C'est passible de poursuite. Plus important encore, cela contredit directement la position que son propre avocat a soumise au Conseil de conformité la semaine dernière, qui affirmait qu'il n'avait aucune connaissance préalable de l'implication de la fiducie dans le bail. Bill a fait une pause. Un homme qui n'avait aucune connaissance préalable de quelque chose ne peut pas simultanément affirmer que le dépôt contre lui était des représailles. J'ai laissé cela décanter un instant. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que ses propres mots ont sapé sa défense juridique, a dit Bill. Le Conseil de conformité a déjà demandé une copie de l'article. Je m'attends à ce que son renouvellement de licence soit refusé, pas différé, refusé dans les 2 prochaines semaines. Cela s'est déroulé presque exactement comme Bill l'avait prédit. Le Conseil régional de l'immobilier a rendu sa décision un jeudi. Renouvellement de licence refusé, en attendant un examen complet de la conduite. 2 des partenariats commerciaux restants de Greer ont été dissous quelques jours après l'annonce. Une femme dont je n'avais jamais entendu parler, une ancienne associée de Greer de plusieurs années auparavant, a contacté volontairement le bureau de Bill avec des documents attestant d'un précédent manquement à la divulgation de conflits dans une transaction sans rapport. L'affaire prenait une ampleur que je n'avais jamais imaginée. Je n'avais rien arrangé. Greer s'était débrouillé seul, une mauvaise décision à la fois. Kurt m'a appelé un vendredi soir. Amusé, de la manière tenue qu'il avait quand quelque chose s'était résolu proprement. 3 journalistes m'ont contacté cette semaine pour te poser des questions, a-t-il dit. Tous les 3 voulaient savoir comment tu avais fait ça. Je leur ai dit que je n'avais aucune idée de quoi ils parlaient. C'est la bonne réponse. J'ai dit, l'un d'eux écrit un article de toute façon, continua Kirk, sur les conflits de structures de fiducie sur le marché de la location commerciale. Pas de nom, mais c'est clairement ta situation. L'anglais que tout a été mis en mouvement par un commentaire public lors d'un dîner. Il fit une pause. Roger, comprends-tu que ton silence est devenu une histoire? Je ne comprenais pas. Dans un monde où tout le monde parlait, l'homme qui ne disait rien et laissait les documents parler était devenu, d'une certaine manière, la personne la plus intéressante de la pièce. Je ne l'avais pas prévu ainsi. J'avais juste fait ce que mon père m'avait appris. Garde ton nom propre, garde tes papiers plus propres,
et laisse le processus faire le gros du travail. Ce week-end-là, j'ai traversé la ville un samedi matin et me suis assis sur le parking du bâtiment de l'entreprise de René pendant environ 10 minutes, non pas par curiosité. J'étais passé outre la curiosité vers la deuxième semaine, juste pour le regarder. Le bâtiment était solide et bien entretenu, occupant un terrain d'angle dans le quartier professionnel qui avait considérablement pris de la valeur depuis la première structuration du bail. Le nom de Harwick n'était visible nulle part à l'extérieur. Il ne l'avait jamais été. C'est comme ça que fonctionnait la fiducie. Je suis rentré chez moi sans y entrer. Ce soir-là, Arthur m'a appelé pour me dire qu'il avait accepté une offre d'emploi en ville, un poste de direction dans une entreprise de cybersécurité à 2 miles du bureau de Merit Holdings. Il y avait réfléchi pendant des mois, ne l'avait pas mentionné avant que la décision ne soit prise. C'était Arthur. Il traitait les choses en privé et présentait des conclusions. « Tu seras à proximité, ai-je dit. »« Cela en fait partie, a-t-il dit. Puis, après un instant, Paige et moi envisageons de passer Thanksgiving ensemble, nous trois, quoi que cela signifie. Je lui ai dit que quoi que cela signifie, ça me conviendrait. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps dans le vieux bureau sous la lampe verte. Le dossier bleu était fermé sur le bureau devant moi. Le processus était presque terminé. L'examen de conformité, la confirmation de la fiducie, la documentation, tout cela suivait ses canaux comme il était conçu pour le faire, discrètement et sans drame. Dehors, la ville bourdonnait. J'ai pensé à René il y a environ 22 ans et à la capacité humaine particulière de construire des choses que l'on ne prend pas la peine de comprendre. Je ne me sentais pas victorieux. Je ressentais quelque chose de plus calme et de plus permanent. Le genre de clarté établie qui arrive quand on a fait ce qu'il fallait à chaque étape et que l'on peut rendre compte de chacune d'elles. C'était suffisant pour dormir. Le divorce a été prononcé un mardi de mars, 9 mois après le dîner d'Alderton. Pas de drame judiciaire, pas d'audience contestée, juste des documents examinés et signés, traités par des voix suffisamment bien construites pour qu'il ne reste que très peu à débattre. L'avocat de René avait fait plusieurs démarches agressives dans les premières semaines, puis s'était progressivement modéré à mesure que la documentation s'accumulait. Au final, le règlement reflétait ce que les documents avaient toujours dit. La structure fiduciaire de Harwick est restée intacte. La cession de propriété intellectuelle a été maintenue et l'entreprise de René a subi une restructuration formelle sous une nouvelle direction. Elle a conservé une participation minoritaire dans une entité réorganisée. Ce n'était pas rien, mais ce n'était pas ce qu'elle s'était imaginé avoir. La licence de Weston Greer a été formellement révoquée en février. Sa firme a été dissoute discrètement au début du printemps. J'ai appris par Kurt qu'il s'était installé dans un autre état pour recommencer. Je n'ai pas suivi l'histoire plus loin. Ce n'était pas à moi de la suivre. Walt Odom a envoyé une note manuscrite après la confirmation de l'accord. 2 phrases, gérées avec intégrité du début à la fin. Votre grand-père vous aurait reconnu. Je l'ai mise dans le dossier bleu que j'ai ensuite rangé sur l'étagère supérieure de la bibliothèque, où il pourrait rester sans rien exiger. Le novembre suivant, il y eut un gala au Alderton Club, un événement annuel de l'industrie auquel j'assistais depuis des années et que je n'avais manqué qu'une fois l'année précédente, car cela me semblait trop bruyant. Cette année, j'y suis allé, non pour faire une déclaration, mais simplement parce qu'il était temps. Je suis arrivé avec Arthur à ma gauche et Paige à ma droite. Paige portait une robe vert foncé. Arthur avait enfin eu une coupe de cheveux décente. Nous sommes entrés dans cette pièce ensemble, la même pièce où 12 mois plus tôt, j'avais discrètement repoussé une chaise, boutonné mon blazer et était parti seul. Et j'ai senti l'air dans la pièce s'ajuster légèrement, comme l'air le fait quand quelque chose a été résolu, et que tout le monde le sait sans le dire. Kurt nous a trouvés en moins de 5 minutes. Il m'a serré la main, puis celle d'Arthur, puis, de manière caractéristique, il a donné une brève accolade à Paige et lui a dit qu'elle avait l'air de posséder l'endroit. Elle lui a dit qu'elle y travaillait. Nous avons fait le tour. J'ai parlé à des collègues, j'ai salué des connaissances, j'ai détourné quelques questions bien intentionnées sur l'année écoulée avec des réponses honnêtes et brèves. Personne n'a directement posé de questions sur René ou Greer. Personne n'en avait besoin. L'industrie avait traité ce qui s'était passé comme elle traite la plupart des choses, par inférence et compréhension partagée et par le repositionnement silencieux des relations. À un moment de la soirée, Franklin apparut à mon coude. Il était en costume sombre, impeccable comme toujours,
avec l'expression d'un homme qui a fait la paix avec quelque chose de difficile et qui va de l'avant avec sa dignité intacte. Il me serra la main. Puis il serra celle d'Arthur. Puis il regarda Paige un instant et dit, « Votre grand-mère aurait aimé ce que vous êtes devenu. » Paige cligna des yeux. « Merci, grand-père, dit-elle. » Cela sortit plus doux qu'elle ne l'avait probablement voulu. Franklin hocha la tête une fois, me tapota l'épaule et continua son chemin. C'était Franklin. Pas de discours, juste de la précision. Plus tard dans la soirée, je suis sorti sur la terrasse quelques minutes pour profiter du calme. La ville s'étendait en dessous dans son éclat habituel et différent. Quelque part là-dedans, les rouages de la fiducie Harwick tournaient de leur manière ordinaire, sans glamour, générant des rendements, entretenant des propriétés, faisant le travail structurel lent que personne ne photographie ni ne publie, mais qui survit à presque tout ce qui attire l'attention. J'ai pensé au dossier, à la clause de la page 9, à un dîner qui avait mis en marche quelque chose qui était déjà pleinement en marche avant que quiconque ne s'asseye. Paige m'a trouvé sur la terrasse après quelques minutes. Elle s'est tenue à côté de moi et a regardé la ville. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Mieux que bien », ai-je dit. Elle a pris mon bras comme elle le faisait quand elle était petite fille et que nous nous tenions dehors la nuit à regarder les étoiles. Elle n'a rien dit d'autre. Moi non plus. Nous sommes restés là jusqu'à ce qu'Arthur sorte pour nous trouver, nous disent que les discours commençaient et nous ramènent à l'intérieur avec l'autorité confortable d'un homme qui avait trouvé sa place. Nous sommes rentrés tous les trois dans la pièce.